suis ravie que Ecolearn et notamment Arnaud m'aient confié l'animation de cette table ronde d'ouverture à cette journée qui va être riche à tout point de vue. Donc c'est une table ronde qui s'intitule Les compétences durables à l'épreuve du déploiement, et on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des entreprises. Est-ce qu'elles sont conscientes de leurs besoins en compétences pour pouvoir opérer leur transformation? Si elles le sont, comment s'y prennent-elles pour pallier les éventuels déficits de compétences? Et puis, quels sont éventuellement les freins à ce déploiement? Comment les choses bougent en ce moment? Donc, bon, Arnaud, je pense que c'est pas la peine que je te présente à nouveau. J'aurais bien présenté Geneviève, mais je pense que ce serait mieux de le faire quand elle nous aura rejoint. Maintenant, je ne suis pas sûre que Geneviève ait vraiment besoin d'être présentée, puisqu'elle est quand même connue de longue date dans le monde du développement durable et de la RSE. Franck Goupil, vous avez une longue expérience de DRH dans de nombreuses entreprises et de nombreux secteurs d'activité. Dans l'ordre antichronologique d'Yves Rocher à Valeo, Cargill, Air Liquide, Rio Tinto, Honnête même. Aujourd'hui, vous êtes Senior Advisor pour Change for Nature. Et pour Yves Rocher, votre fonction, en fait, incluait un volet RSE. Vous nous en direz un mot. Enfin, Patrick Dumière, alors vous également, vous êtes, si j'ose l'expression, un vieux routier du développement durable et de la RSE en France. Ça fait une bonne trentaine d'années que vous intervenez sur ces sujets-là, à de multiples manières. Vous avez contribué à la création de plusieurs réseaux, dont le comité des directeurs du développement durable, le C3D. Vous jouez un rôle majeur en termes de formation, puisque vous êtes enseignant dans plusieurs grandes écoles, comme par exemple Sciences Po Paris, Centrale Supélec, HEC. Vous développez un cours intitulé Géopolitique de l'entreprise et économie responsable à l'IRIS. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, Entreprise et géopolitique, le business ou la planète, qui d'ailleurs fait écho au titre d'une des tables rondes suivantes, qui est paru en novembre dernier aux éditions Duno. Le voici, le voilà. Vous avez cofondé Ecolearn, avec qui vous poursuivez aujourd'hui une collaboration assidue, notamment avec le référentiel des compétences durables que vous avez produit pour Ecolearn récemment, et dont on va commencer par ça peut-être. Vous allez nous expliquer quel en était l'objectif, en quoi il consiste, quels en sont les grands principes et de quelle manière il peut être utilisé par les entreprises. Et avant de vous laisser me répondre, je vais faire un petit point logistique pour vous rappeler que donc on va, je crois que Arnaud, tu l'as dit, mais je le redis, avoir 1 heure de débat suivi d'une vingtaine de minutes de questions-réponses, non seulement avec les gens qui sont présents dans la salle ce matin, mais ceux qui nous suivent également en ligne peuvent poser des questions qui nous seront relayées tout à l'heure. Voilà, j'ai rien oublié? Alors, Patrick, je vous donne la parole. Merci Dominique. Alors, mesdames, messieurs, d'abord, tous mes vœux pour vous toutes et tous pour cette année qui sera très challenging, comme on dit, très pleine de défis à résoudre. Et je suis d'autant plus heureux de dialoguer avec vous sur ces sujets que vous faites l'effort aujourd'hui, et je pense dans vos cursus personnels, pour vous investir dans ce domaine, et donc vous êtes un peu, on va le dire, l'aile avancée un peu de cette partie de la population qui aujourd'hui veut effectivement réussir la transformation durable qui ne va pas de soi. Alors sur la thématique qui nous intéresse, qui est l'enjeu de compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Je commencerai en introduction par un petite remise en perspective. Souvenez-vous,
si je puis dire, de ce qui s'est passé dans les années 60, juste après la guerre, l'économie française, très largement l'économie européenne, en fait, avait un retard considérable dans la gestion de l'économie. On avait beau y avoir un pionnier de ce qu'on appelait l'administration des entreprises, avant-guerre, Fayol, mais en fait, on a tout appris de ce qui s'est formalisé aux États-Unis à travers les sciences du management, qui ont pris un envol considérable dans l'université américaine, et vous en connaissez les grands papes qui nous ont appris la productivité, l'efficacité dans l'industrie, et le marketing. Et s'est mis en place en Europe ensuite des business schools qui ont développé ces modèles et qui ont appris à faire l'économie quantitative de production, de mise à disposition maximum des biens et services, et qui ont débouché sur les 30 Glorieuses. Tout ce mouvement-là, il a mis 10, 15 ans, 20 ans à peu près à s'installer à travers un investissement de compétences qui a été clé, financé avec les chambres de commerce. Enfin, il y a eu tout un mouvement, c'était les commissions de productivité avec le plan, etc. Il n'y aurait pas eu d'accélération économique après-guerre si il n'y avait pas eu cet investissement à la fois intellectuel et méthodologique et de transmission d'expérience à cette période-là. C'est exactement le même mouvement auquel on doit faire face aujourd'hui à travers la problématique de, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est le terme qui s'impose, de durabilité, c'est-à-dire d'introduction, d'intégration des éléments dits de développement durable. Je prends des précautions parce que tout ça fait appel à plein de définitions précises sur lesquelles il faut s'entendre, au sein de l'économie actuelle. Alors, ce mouvement-là, il a commencé dans les années 90, Geneviève et 2000. Geneviève Ferron interviendra tout à l'heure pour nous rappeler un peu la percée qu'elle a faite, elle, sur la partie dite extra-financière. Oui, avec la création d'ARES en 97. Et la création d'ARES. Je me souviens, j'étais à sa réunion, de l'assistance au Palais Brognard, lieu symbolique, totalement ébahi, écoutant cette jeune femme qui arrivait des Nations Unies. Et je le cite parce que elle a fait cette percée intellectuelle et importante, présentant ce qui pouvait être une mesure des performances non financières des entreprises, comme on disait, et d'aide à la notation. Le milieu financier écarquillait les yeux, n'y croyait pas. Bon, et voyez le chemin qu'on a parcouru jusqu'à l'avènement des ESRS ces derniers temps. Et on a mis 20 ans à faire ça. Je peux vous le dire, je l'ai vécu ce mouvement. On nous riait au nez. On pensait qu'on n'arriverait jamais à acquérir un savoir, à formaliser un savoir. Alors on n'y est pas encore, mais quand même, que d'étapes franchies. Et donc, l'enjeu de compétence, il est clé dans l'enjeu de transformation. Alors, est-ce que, on peut se poser la question, mais j'y répondrai pas, mais est-ce que nous avons aujourd'hui les compétences en France pour réussir la transformation telle qu'elle est engagée à travers l'action publique, européenne d'abord, l'action des entreprises, l'action des acteurs de la société, l'action des territoires? C'est un beau sujet, mais effectivement, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment on peut apporter à des professionnels qu'on a recrutés en disant « Écoutez, il faut qu'on fasse des choses en durabilité, en développement durable, en RSE, etc. » Vous allez le faire. Et le mouvement auquel j'ai participé, puisque j'ai été directeur développement durable sur cette base-là, on a dit « Écoutez, faites-nous ce qu'on demande de faire, faites-nous des trucs. » Donc, c'était pas une impulsion d'en haut, c'était une réponse à une impulsion de conformité. Voire d'image, de positionnement d'image. Et donc, on a développé une offre, en quelque sorte professionnelle, qui a permis de répondre à cette pression, on va dire, mais qui n'est pas partie sur une démarche de construction d'une compétence pour plusieurs raisons. Les business schools n'ont pas joué le jeu. Le milieu académique a été extrêmement en arrière sur ce sujet, et la production, je le dis, je l'assume et je le dis devant eux, devant les profs de gestion, etc., est très médiocre sur ce sujet, ne comprenant pas fondamentalement
ce qu'il y avait derrière, restant en gros sur des marges, on va dire, de qualité, quoi, confondant qualité et développement durable. Bon. Et puis, le milieu de l'entreprise, pour l'essentiel, et c'est encore le cas, est suiveur sur cette question-là. Vous êtes à 2/3 d'entreprises qui font ce qu'on leur demande, et la CSRD, tu en parlais Arnaud, la CSRD c'est un travail, c'est une norme de transparence. Alors on espère, parce que c'est ça le raisonnement, que ça débouchera sur de la performance par l'application, mais on n'a pas une organisation spécifique qui structure la compétence en tant que telle. Et cette recherche de compétences, elle se fait par les acteurs privés, par quelques profs qui s'y mettent, parce qu'il y en a. En fait, je dirais, pour rentrer dans le sujet du référentiel, qui est la question quand même, mon introduction est longue, qui est la question essentielle, c'est pourquoi on a fait un référentiel. Les choses ont quand même avancé à travers, en fait, quelques pôles dans le monde. Il y a 4-5 pôles dans le monde, au sens du management, c'est-à-dire de l'implication pour l'entreprise du développement durable, de la durabilité, pour celles des entreprises qui veulent bien le faire. Hein, l'essentiel du business, je le redis, est suiveur, et une petite partie est pionnière. J'ai fait un livre à l'époque préfacé par BBR qui était Les pionniers de l'entreprise responsable. Essayer de comprendre pourquoi certains allaient de l'avant. Mais ils étaient très peu nombreux. Donc il y a eu 4 pôles. Il y a, je dirais, le premier, historiquement, il faut le regarder, ça a été Cambridge. Cambridge a ouvert, avec le prince de Galles, a ouvert des formations avant tout le monde, de qualité intéressante. Harvard a développé des formations qui aujourd'hui forment beaucoup de directeurs de développement durable dans le monde entier. J'ai eu le plaisir de le faire et c'est basé sur des cas intéressants, mais à l'américaine, type ISSB aujourd'hui. Et puis, vous avez eu un peu Barcelone, Bocconi, mais HEC, avec Society and Organization, le travail de Bénédicte Fest-Avignon, des ouvertures qui ont été faites, et il y a là un pôle de travail. C'est tout. C'est tout. Et on est encore aujourd'hui, alors il y a un réveil récent des business schools là-dessus, qui est en train de se mettre en place suite au rapport Jouzel, et le référentiel est parti aussi du rapport Jouzel, hein, qui est un rapport fait à la demande du ministre de l'Enseignement supérieur pour dire comment on va élever le niveau de compétences, en tout cas de connaissances. Alors dans le secondaire, il y a un premier référentiel qui existe sur l'enseignement de la connaissance du développement durable, qui a été fait par Guillaume Sainteny, qui est très, très remarquable. Et puis maintenant, on se cherche sur l'enseignement supérieur, on se cherche. Et là, c'est pas du tout stabilisé, en l'occurrence. Alors, à la demande d'Arnaud Herman et des collègues, on a pris l'initiative, nous, parce que nous avons plus de 10 ans, voire plus, d'expérience, d'enseignement et de formation des professionnels, que nous sommes nous-mêmes des professionnels qui avons appris ce métier sur le tas, c'est-à-dire en marchant. Et la génération qui vous parle est une génération, en fait, qui s'est faite, je dirais, au combat, et qui a appris comme elle a pu, totalement empirique. En surfant sur les évolutions réglementaires, les évolutions sociétales, etc. Parce que les pionniers dans les entreprises, les pionniers de la durabilité, ils ont inventé leur méthode. Schneider, pour prendre cet exemple, a touillé sa méthode, qui n'a rien de standard. Très bien, très intéressant. Et beaucoup d'autres comme ça. Mais c'est vrai, dans le management du reste, ça n'a jamais été qu'une science qui s'appuie qui est grégaire, sur l'imitation. Parce que IBM a su faire ceci, on va faire comme IBM. Et puis, quand IBM ne marche plus, on dit il faut faire autre chose, etc. Bon, l'ensemble du management, c'est en fait une reprise de l'expérience. Et donc, on n'a avancé que par l'expérience. Donc, il y avait vraiment un besoin de formalisation. Et c'est à ceci qu'on a essayé de répondre en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir contribuer à la transformation durable. Alors, ça n'est pas un référentiel qui dit qu'est-ce que c'est que la performance durable? C'est autre chose. Ça, c'est encore une autre dimension de l'enseignement. C'est quelle est la méthodologie de transformation?
Non, c'est en amont des méthodologies, parce qu'il y en a plusieurs possibles. En amont, c'est si je suis compétent pour pouvoir prétendre piloter une transformation, qu'est-ce que je dois savoir? Et donc, c'est une question à la fois d'abord de périmètre de connaissances, jusqu'où je dois étendre mes savoirs, et puis de définition de ces compétences avec leur sourcing, c'est-à-dire sur quoi elles s'appuient. Sur quels travaux scientifiques, sur quels travaux méthodologiques, sur quel type d'expérience, sur quelles sont les références. Ce n'était pas évident d'arriver à poser ceci au regard de ce qu'est aujourd'hui une chose. Alors Dominique, sauf si vous voulez reprendre la parole, mais je peux en un mot dire le contenu, si vous voulez, de ce référentiel. Tout à fait, oui. Ça vous va? Oui, oui. Ou vous me dites de me taire si vous me trouvez trop long. Alors, c'est pour que tout le monde puisse parler. Hein? Pour que tout le monde puisse prendre la parole. Voilà. Alors, en fait, sur le référentiel, le référentiel, il résout la dimension donc des savoirs, mais on sait que la compétence n'est pas qu'une question de savoir, c'est une question de savoir-être, c'est-à-dire en fait de cohérence entre ce que je vous propose et ce que je fais. Et puis, elle est une question de savoir-faire, c'est-à-dire d'utilisation des savoirs. Alors, on n'a pas traité dans le référentiel, à ce stade, la question du savoir-être. Donc, quel est le profil comportemental des professionnels? Et dans les professionnels, nous mettons et nous visons toutes les cibles qui vont de l'administrateur spécialisé, président d'un comité RSE ou développement durable d'une entreprise, en passant par un TG, en passant par un membre de COMEX qui s'occupe de ceci, bien évidemment une direction durable et des cadres dirigeants. Donc on vise vraiment le panel des acteurs larges qui sont en responsabilité sur la durabilité. Bon. Et on a considéré, si vous voulez, qu'il y avait en fait 4 champs précis dans la compétence durable, c'est-à-dire dans les connaissances à maîtriser et à s'approprier en l'état, parce qu'elles sont évolutives. Il y a un bagage qui est issu des 20-30 dernières années, normatif, international et européen et national, légal, d'engagement de référentiel et puis d'expérience. Et donc, on a considéré dans ce champ-là qu'il y avait 4 parties essentielles. Il y avait les bases scientifiques de la durabilité, parce que je rappelle quand même que la transformation durable, c'est une gestion des ressources planétaires. C'est une forme d'allocation des ressources planétaires pour pouvoir ensuite produire des biens et les distribuer en logique marchande ou bien commun. Et donc, les fondamentaux scientifiques sont absolument majeurs et pas si connus que ça. Point 2, ce sont les enjeux sociétaux de la relation entre l'institution entreprise, telle qu'elle est aujourd'hui arrivée à un très haut niveau de maturité et d'efficacité dans nos sociétés, et son écosystème. Le 3e élément, ce sont les systèmes d'action, c'est-à-dire les modes opératoires de la production, de la consommation, de la relation entreprise et société, et qui ne sont pas les mêmes en logique de durabilité qu'en logique purement productiviste. Et puis, les outils, c'est-à-dire les modes opératoires de la transformation. Donc, on est arrivé à ces 4 fondamentaux et on les a décomposés à chaque fois dans tout ce qu'ils comportaient d'intéressant, en gros en 10 parties pour faire simple, et chaque partie comporte des éléments qui sont bien identifiés, des briques, et ce jeu d'ensemble ensuite peut se décliner au regard des besoins de chaque profil de métier.
Un administrateur aura besoin de connaître une grande partie sur les fondamentaux, une grande partie sur les enjeux de société. Il n'a pas besoin d'avoir une connaissance des outils, c'est pas à lui de faire les outils, et il n'a pas forcément besoin d'être sur tous les d'autres éléments de savoir-faire. Il a besoin d'être sur l'impulsion, pour prendre cet exemple. En revanche, le directeur de développement durable, lui, doit tout savoir. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la compétence durable, c'est un savoir holistique qui a une caractéristique, c'est qu'il va des sciences dures de la physique, de la géophysique, aux sciences molles du social, des relations avec la société, avec les parties prenantes et du fonctionnement institutionnel, en passant par les questions de régulation et autres, et bien évidemment la finance, bien évidemment le marketing durable et autres. Donc pour ce qui est du responsable développement durable, ici même, vous êtes concerné par ça, le savoir holistique est extrêmement important. Et puis il y a une partie qui est indispensable à l'intérieur de ça, c'est l'appréciation critique. On en est là sur tel point, parce que beaucoup de points sont en débat, beaucoup de points sont en controverse, beaucoup de points ne sont pas tranchés. La double matérialité fait pour prendre cet exemple, aujourd'hui fait l'objet d'un aller-retour entre États-Unis et entre la finance américaine, on va dire, et puis l'Europe. Ça se stabilisera probablement dans le futur, c'est pas si loin en réalité, mais pour prendre cet exemple, mais il y en a beaucoup. Et donc, il faut avoir une connaissance, si vous voulez, qui est en surplomb aussi, au-dessus de ça, et une capacité à hiérarchiser et à organiser pour ensuite passer à l'étape, mais c'est pas celle que le référentiel traite, mais à l'étape de quelle est l'entreprise durable que je veux faire. Mais pour pouvoir dire quelle est l'entreprise durable que je veux faire et la proposer au décideur qui est le conseil d'administration, je vous renvoie à 1833 de la loi Pacte, la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans l'entreprise, pour terminer par là, eh bien, pour faire ça, il faut que le professionnel ait une compétence, c'est-à-dire une connaissance qui va des fondamentaux scientifiques aux outils en l'état, dans le cadre, aujourd'hui, du contexte général. Voilà. Et c'est à ça qu'on a répondu. C'est à ça que le référentiel permet aujourd'hui de se situer pour pouvoir avoir, tant à l'égard des recruteurs qui sont utilisateurs de ceci pour juger de la compétence de quelqu'un, et pour les formateurs qui sont là pour apporter des contenus à la hauteur de ça, de pouvoir donc délivrer ceci et faire que le niveau général des acteurs soit un niveau vraiment extrêmement solide qui accélérera la transformation durable. Voilà. Donc, on est là sur un levier extrêmement important. Merci Patrick pour cette présentation. Je vais demander à Franck Goupil, avec votre œil donc de DRH, votre expérience de DRH, est-ce que ce type d'outil, ça répond à des besoins réels au sein des entreprises? Est-ce que les entreprises sont conscientes de devoir se livrer à cet exercice-là et d'identifier en fait les déficits de compétences éventuels qu'elles ont? Comment est-ce que vous avez vu évoluer en fait ce sujet au sein de l'entreprise, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est à votre avis? Merci. Je pense que la sensibilité, la connaissance des entreprises de ces dimensions est liée à différents facteurs. Donc il y a leur business et leur activité. Est-ce qu'elle est directement l'activité impactée par le développement durable? Là, donc ça crée un niveau de sensibilisation particulier. Il peut avoir aussi la taille de l'entreprise. Et puis il y a un troisième niveau de mon point de vue qui peut être la professionnalisation de la fonction RH, c'est-à-dire comment elle est positionnée, en quoi elle intervient véritablement et en profondeur sur la compétence, sur le Strategic Workforce Planning, la GEPP, la GEPC, etc. Mais donc du coup ça peut être très très variable par rapport à ça. J'aurais tendance à penser, puisqu'évidemment ce n'est qu'une vision qui est la mienne ici, qu'on en est très loin de la GEPC climatique. C'est-à-dire que la traduction de manière compétence et emploi de tous les impacts du développement durable sur l'entreprise. Je pense qu'on est très très loin de cette dimension. Donc effectivement, le travail qui a été réalisé, il peut être un premier élément de base pour pouvoir s'y projeter
pour l'entreprise qui prend conscience en fait du côté systémique des impacts sur son activité. Puisqu'il y a une partie qui pourrait être liée à poursuivre son chiffre d'affaires, parce qu'il peut disparaître, parce que les ressources vont disparaître, parce que les parties prenantes vont exiger d'autres choses. Et puis finalement, pour reprendre le terme des sciences molles, il y a aussi l'attractivité, l'engagement des collaborateurs, etc. Donc il n'y a pas que la dimension environnement, il y a la dimension sociétale. Et cette dimension-là, elle doit aussi être prise. Et aujourd'hui, elle est plus perçue parce qu'on n'arrive pas à recruter, donc en défensif, mais finalement, dans une vision employabilité durable, long terme, ça doit être en offensif. Donc du coup, c'est un sujet, en tout cas, c'est un premier élément, mais il ne me semble pas qu'on soit aujourd'hui globalement mature sur toutes ces questions. Voilà. Mais est-ce que vous, sous l'effet de toutes ces pressions ou toutes ces motivations, qu'elles soient recruter, fidéliser des talents, que ce soit la pression des parties prenantes, que ce soit la pression réglementaire, est-ce que vous avez quand même l'impression que les choses évoluent et de quelle manière est-ce que les entreprises s'emparent de ce sujet, en fait, de voir, d'abord, est-ce qu'elles le font quand même, d'essayer de compléter leurs compétences à l'échelle de l'entreprise, hein, en développement durable, RSE, sustainability, ou est-ce que vous voyez quand même des signaux faibles, voire plus que faibles, moins que faibles? Alors, il y en a des positifs et des moins positifs. Il y en a un dans l'actualité, c'est un baromètre qui a été fait par Eurogroupe, dont ils ont publié les résultats hier. Ils ont interrogé 500 patrons en France de petites et grandes entreprises pour essayer d'être représentatifs, pardon. Et en fait, il apparaît que la transition écologique et énergétique apparaît à 14% comme une priorité. Donc voilà, avant et très en avance, il y a la rentabilité à 45%. Et positivement, il y a les ressources humaines à 25%. Donc tout ça pour dire que bon, il y a des éléments. Donc ça, c'est la partie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit la priorité des chefs d'entreprise, au moins en France, si on tient compte de ce baromètre qui est publié chaque année. Donc la deuxième chose, c'est les clients. Les collaborateurs, ils mettent une pression là-dessus et les marchés financiers aussi. C'est-à-dire que la capacité à obtenir des taux intéressants pour une entreprise petite ou grande devient fonction de ces critères de performance, développement durable. Et puis, ça a été abordé déjà plusieurs fois ici. On a depuis 1er janvier 2024 la CSRD. Et clairement, ce qui va vraiment changer, c'est qu'il y a 1200 indicateurs. Donc, autant dire que même le financier, il va en gérer. Si on prend ce qu'il gère aujourd'hui, il s'en rajoute peut-être 700 ou plus à ce qu'il faisait. Et donc, en fait, même l'entreprise qui n'aurait pas pris en compte ces dimensions-là va nécessairement le faire parce qu'elle va rendre public son état actuel, et du coup, elle va pouvoir se comparer à des concurrents. Et là encore, les marchés financiers vont pouvoir la juger sur ce qu'elle publie et sur ce qu'elle traduit. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais il sera plus possible, alors que ça l'était peut-être encore, d'être sans prendre en compte cet élément, parce qu'il va devenir de plus en plus, en dehors de la réalité des ressources et des changements climatiques, et il y aura en plus ce besoin de rentrer dans le détail dans son organisation, très précisément, et qui va donc éveiller aux consciences de la durabilité nécessairement. En tout cas, c'est le parti pris que j'aurais ce matin. J'ai deux questions par rapport à cette histoire de CSRD. Oui. Une qui est, est-ce que en fait ça repose essentiellement, enfin ça exige essentiellement des compétences de la part des directions financières, ou est-ce que ça c'est un prérequis, mais il faut que toute l'entreprise monte en compétences sur les sujets de développement durable pour pouvoir alimenter la direction financière. Et dernière chose, l'autre question, c'est en fait, j'ai beaucoup entendu des entreprises se plaindre que la mobilisation des équipes développement durable autour de la CSRD les empêchait de faire des choses vraiment concrètes et opérationnelles par ailleurs, à savoir transformer l'entreprise, parce qu'elles sont trop mobilisées par répondre aux questionnaires CSRD. Oui. Non, mais en tout cas, pour le premier point,
les données qui sont demandées à l'entreprise sur la CRCD ne sont pour la plupart du temps aujourd'hui pas disponibles dans l'entreprise. C'est-à-dire que le directeur financier, il les a pas. Il va falloir les créer et les produire. Donc, et ce ne sont il pas faut la monter direction en compétence d'autres services de l'entreprise. Exactement. Donc ça va évangéliser déjà et ça va faire des contributeurs extrêmement nombreux. Donc ça, c'est la première partie. Après, c'est vrai que finalement, le développement durable, il a existé parfois dans des entreprises, y compris dans celles que j'ai pu travailler, de manière, il y avait un gros service développement durable, mais effectivement, il était un petit peu indépendant de l'ensemble des autres fonctions et pouvait apparaître comme apportant ses besoins. Et là, en fait, il va falloir plutôt que ça s'incorpore aux fonctions, aux directions et aux éléments de business. Et ça, on n'y est pas encore forcément. Mais cette contrainte de la CSRD peut le favoriser. Avec les autres vents qui soufflent, en tout cas, ça peut y contribuer. En tout cas, c'est une possibilité. Arnaud, tu veux réagir là-dessus? J'avais une question un peu justement sur est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que ça peut, c'est un peu ce que vous venez de dire, évangéliser l'entreprise plus largement, d'entrer par une compétence assez pointue et ponctuelle comme la CSRD? Est-ce que ça peut être une bonne porte d'entrée pour... Alors, juste avant que Arnaud réponde, la CSRD ne règle pas le problème des compétences. Bah non, pas du tout. Voilà. Non, mais elle peut exiger que les compétences existent dans l'entreprise pour pouvoir y répondre correctement. Ouais. Je vais faire une parenthène sur la CSRD parce que la tâche m'est pendue, mais la CSRD, à mon sens, est un texte extrêmement utile et important. Il ne faut pas le renier parce qu'il apporte, enfin, il a un mérite, enfin, il a plusieurs mérites, mais un mérite clé, c'est qu'il inscrit très haut dans l'ordre du jour des dirigeants la question de la durabilité. Ce qui n'était pas acquis. Il y a encore quelques temps, enfin moi quand j'étais chez Accor il y a 4 ans, c'était absolument pas le cas. Ça a changé depuis le Covid et là indéniablement c'est acquis. En tout cas jusqu'à remise en cause potentielle du texte, l'histoire nous le dira. Mais en tout cas c'est une victoire à mettre au succès de toutes les personnes qui essayent de faire bouger les lignes en matière de développement durable. Donc ça c'est un point extrêmement important. Après Franck avait raison de rappeler que ça reste un texte qui ne demande qu'à dire, à rapporter les réalisations qui sont faites en matière de développement durable. Alors, moi, je trouve que le texte est plutôt bien né et il a un mérite absolu, c'est qu'il a introduit cette réflexion sur la double matérialité qui, je trouve, est très pertinente puisque c'est, je pense, la meilleure façon d'interpeller une stratégie d'entreprise sur ces principes de développement durable. Et l'Europe a tenu bon. Maintenant, je nourris une vraie crainte par rapport à cette CSRD, c'est qu'elle est en train, enfin, il y a un risque qu'elle devienne un exercice de tick the box, de compliance assez bête et méchante, de produire des indicateurs et des informations qui sont reportées sans avoir une réelle réflexion stratégique derrière. Or, je ne pense pas que ce soit la philosophie qui avait été soutenue par les rédacteurs du texte. Hein. Eux le souhaitaient comme un exercice de stratégie qui découlait sur des publications et on est malheureusement par la force des choses en train de tordre le cou à ce texte pour en faire un bête, alors compliqué parce qu'effectivement les informations ne sont pas disponibles, sont compliquées à obtenir, etc. mais un simple exercice de publication et on est en train de faire un saut d'obstacle sur l'interpellation profonde de la stratégie d'entreprise au regard de cette réflexion de double matérialité. Et je pense que ça, et je finirai là-dessus, ça renvoie probablement aussi alors, à plein de choses, mais probablement à un problème de compétence aussi de la part des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crains, on en recevra quelques-uns après, mais je crains que beaucoup de dirigeants n'aient ni envie ou n'aient pas compris la teneur de l'interpellation qu'il aurait faite à travers ce texte de la CSRD. Je vais vous donner la parole. Merci beaucoup Arnaud. Je vais vous donner la parole. En fait, la vraie question que je voulais vous poser, c'était est-ce que un point d'entrée compliance, c'était une bonne ou mauvaise chose par rapport à l'élargissement en fait, des compétences au sein de l'entreprise? Et en fait, tu viens d'y répondre. C'est-à-dire qu'il y avait ce risque de se contenter de la compliance au détriment d'une vision plus globale et stratégique de la transformation de l'entreprise. Mais ça pourrait aussi, si c'était bien utilisé, permettre d'irriguer toute l'entreprise. Oui, l'histoire n'est pas écrite, hein. Le texte vient à peine de sortir. Il va rentrer il rentre en application depuis quelques jours, donc l'histoire nous dira. Je pense que les gens qui sont dans cette salle, et en particulier ceux qui travaillent dans des organismes de conseil, d'accompagnement, ont une responsabilité essentielle dans l'application de ce texte.
Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont des externes qui vont mettre en place la CSRD dans les entreprises, parce que les entreprises en interne n'ont ni les moyens, ni les compétences, ni le temps, hormis les très grosses structures. Et donc ceux d'entre vous qui ont ce métier d'accompagner les entreprises, vous l'êtes énormément sollicité sur la CSRD. Et je pense qu'il faut que vous ayez la responsabilité de vous dire, faites-en un exercice de stratégie et non pas un exercice de reporting. Et c'est aller à contresens, hein. Honnêtement, je pense que ce n'est pas du tout les premières tendances qu'on perçoit. Donc il est encore temps d'infléchir la trajectoire, mais c'est aller à l'encontre de beaucoup de réflexes d'entreprise et notamment à l'encontre de la compréhension qui en est faite aujourd'hui ou l'incompréhension qui en est faite par les dirigeants de l'entreprise. Patrick, vous vouliez Oui, ajouter quelque chose ? ce que vient de dire Arnaud est extrêmement important et je te remercie d'avoir bien précisé les choses pour remettre vraiment le texte dans la bonne direction. Voilà un exemple d'investissement en compétences, comprendre ce texte CSRD que doivent faire les professionnels et pas le prendre à la lettre. Alors, je laisse de côté ce que vous évoquiez, Dominique, les mauvaises foi, déclarations de mauvaise foi, c'est trop lourd, trop compliqué, etc. Pas vrai. Totalement. D'abord, dans les grandes entreprises, c'est pas ceux qui font la DPEF et ceux qui travaillent là-dessus depuis des années savent très bien le faire et on est capable de le faire. Donc, je retiens absolument pas ce discours-là qui n'est pas approprié, mais en revanche, il faut rentrer dans le document. Du reste, je vous conseille d'aller, voilà un travail pour améliorer sa compétence, d'aller dans le guide qu'a publié l'ANC sur le sujet, qui est excellent. On le lit, on le relit, et avec ça, on a compris l'esprit du texte. Alors en plus, faut pas raconter de bêtises. C'est un texte d'incitation. Il y a pas de la transposition vient d'être finie, vient de passer. Il n'y a pas de sanction. Hein. On dit pas aux entreprises. Non. Pas sur cette partie. Si à travers l'avis de l'OTI, si derrière on ne dit pas, mais si vous ne rapportez pas et vous dites pourquoi vous ne rapportez pas, hein, le comply and explain reste valable, il n'y a pas de problème. Donc on est dans une pédagogie. C'est un texte qui reste pédagogique. C'est un texte qui dit allez-y, faites, réfléchissez à votre structure. Il ne pose pas, et c'est un autre sujet, il ne pose pas des critères de performance. Il ne vous demande pas des performances. J'ai envie de dire moi personnellement malheureusement, mais ça viendra derrière. Ça viendra derrière. Et du reste, il faut bien voir que la prochaine étape, la prochaine révolution, préparée par ce texte, c'est les apps, c'est-à-dire c'est le guichet unique dans lequel vous balancez vos datas et qui, avec de l'IA, va permettre dans 3, 4, 5 ans d'avoir des bases de données extrêmement riches de qui fait quoi, pourquoi, comment, on ne fait pas, etc. Et là, on va commencer à pouvoir enfin travailler de la notation et de l'évaluation avec des éléments précis. Mais on est dans un texte de transparence dont il faut bien comprendre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Il n'y a pas 1100 indicateurs, cher ami. Il y a des points d'information. Ce sont des points d'information, ce sont des points de départ qui sont des éléments dont on extrait ensuite quelques indicateurs en suivant bien la grammaire qui a été mâchée parfaitement par les frags. Donc, sur ce texte-là, et moi je demande aux journalistes de ne pas se faire l'écho d'un corporatisme de gens qui ne veulent pas avancer. Non, c'est un texte qui s'appuie sur une expérience de plus de 10 ans, 20 ans en extra-financier, qui est extrêmement pédagogique, et c'est là où les professionnels, comme le disait Arnaud, vous avez une responsabilité, doivent aider à rentrer dedans sans s'affoler, en prenant le temps, mais on est typiquement là dans un exercice d'appropriation de qu'est-ce que c'est que la durabilité telle qu'on nous le demande au regard des éléments qui sont mis au départ du texte. Voilà, c'est pour ceux qui veulent le faire. Et ceux qui ne veulent pas le faire, ils font du tick the box. Ils font du tick the box. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui se passe classiquement. Donc, on voit bien que chaque fois qu'il y a des avancées réglementaires, que là, il y a des défis de compétences derrière qui ne sont pas des défis d'application normative simple, qui sont des défis de compréhension. Des défis, tu as employé le mot, stratégique. Hein, c'est je veux aller où et donc je comprends bien ce qu'on me demande. Simplement, les professionnels ne font pas l'effort de rentrer dans les textes, dans l'esprit des textes et dans la logique qu'il y a derrière. Alors, Franck Goupil, à votre avis, même des entreprises qui se contenteraient de faire tick the box, le résultat, c'est que quand même, les entreprises vont pouvoir être comparées les unes avec les autres, à la fois par les investisseurs, par les talents, par les consommateurs, le cas échéant.
enfin toutes les parties prenantes. Est-ce que ça, c'est de votre point de vue quelque chose susceptible de pousser à la transformation et donc à l'identification des compétences manquantes au sein des entreprises, etc. C'est le parti pris et le vœu que j'ai, mais je pense que c'est pas juste de la psychologie, c'est que par la simple transparence et la capacité de comparaison des acteurs, je n'imagine pas qu'on va juste pouvoir cocher les cases. En tous les cas, la première année, il n'y a aucun problème, hein, on va pouvoir cocher les cases. La deuxième année, ça passera encore. Mais dans 5 ans, c'est pas possible. Il y aura nécessairement un impact pour les entreprises de cette CSRD qui va dépasser le greenwashing, c'est évident. Et surtout, j'y reviens, mais la finance en tiendra compte. Et surtout, je parle là plutôt d'entreprises cotées, hein. Pour une entreprise non cotée, la sensibilité sera un peu moins grande, mais pour une entreprise cotée, ça fera partie des reports, des auditeurs, voilà, ça dépendra des investisseurs, etc. Mais ça ne restera pas, de mon point de vue, sauf le cas le plus gênant, ça serait sa disparition, en fait. C'est-à-dire que ça s'est apparu et puis que ça soit remis en cause par lobbying, etc. Puisque, par exemple, pour les États-Unis, c'est la première fois qu'on va imposer à une filiale américaine de rentrer dans nos rapports, hein. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine, hein. Donc ça, c'est quand même un peu... Et ils vont quand même se taper les 1200 indicateurs à renseigner. Donc, du coup, ça va quand même leur faire un peu bizarre. Donc, voilà. Donc moi, je suis assez confiant, en tous les cas, sur le fait que ça fasse avancer la prise de conscience et la performance, en vérité. Pas dans le même temps, sans doute, on va commencer évidemment par la prise de conscience, mais je pense que ça aura un effet sur la performance. Merci Franck. Arnaud, peut-être, du coup, tu es le mieux placé pour faire une espèce d'évaluation de la façon dont les entreprises aujourd'hui s'emparent de ce manque de compétences qu'elles peuvent identifier, de compétences durables. Quelles sont les principales motivations en fait de vos clients ou prospects? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir se former, enfin former leurs équipes? Et est-ce que vraiment c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que ça prend d'autres formes que des formations? Est-ce que ça peut être des partenariats avec des écoles? Enfin bon, toutes sortes de... Comment est-ce que tu vois évoluer ce qui est votre marché en fait, hein, je veux dire le marché du coup? Oui, effectivement, je peux prendre le temps pour raconter notre marché puisque... en toute modestie, on est un bon baromètre de cette demande et de l'accompagnement des besoins de formation de l'entreprise en matière de développement durable. Alors, on est un des rares acteurs qui délivre des formations certifiantes. Ça, c'est important parce qu'on parle de compétences depuis le début et ce sont ces formations-là qui délivrent des titres, des diplômes qui garantissent l'acquisition de compétences. Et en réalité, on n'est pas si nombreux sur le marché en France à proposer des titres. Donc c'est aussi un indicateur en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la demande la plus importante qui est remontée, mais je vais y revenir. Donc ce marché, déjà, il faut noter qu'il est très neuf. Il n'existait quasiment pas avant le Covid. Alors ce serait faire outrage à Patrick de dire qu'il n'existait rien, puisque en l'occurrence, il y avait des formations bien avant, depuis plus de 10 ans, que Patrick a conçu avec Sciences Po, les mines, Centrale, Supélec. Mais honnêtement, ça restait un marché de niche et le Covid était un accélérateur fondamental. Je ne vais pas refaire l'histoire. Ce qu'on observe, et on a été créé pendant cette période du Covid, donc on a ces 4 ans de recul. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur ce marché de la formation continue certifiante, donc celle qui permet d'apporter des compétences durables aux acteurs de l'entreprise, c'est qu'elle est essentiellement portée par des besoins individuels, ce qu'on appelle, pour ceux d'entre vous qui connaissent, le marché inter-entreprise, par opposition à intra-entreprise, où ce sont les entreprises qui font la demande de formation au sein de leur mur. Donc ce marché de la formation individuelle, clairement, c'est celui qui nous porte depuis 4 ans, c'est celui qui est le plus mature, c'est celui qui nous tire. Il a littéralement explosé depuis le Covid, et ce sont vous, principalement, c'est 80% de nos alumni, ce sont vous qui êtes motivés pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marché du recrutement, depuis 4 ans, a explosé sur le monde de la RSE. Je dirais qu'il y a 3 grandes typologies de recrutement qui ont explosé littéralement depuis 4 ans. D'une part, les chargés directeurs de RSE, chargés de mission directeurs RSE, ceux qui sont en charge de chapeauter, mettre en œuvre la stratégie RSE d'entreprise, avec une particularité, c'est que depuis le Covid, alors même que jusqu'à présent, c'était les très grosses organisations qui s'étaient dotées de structures,
on a assisté à une déclinaison dans des organisations beaucoup plus petites. Et il y a eu un marché littéralement booming qui a aspiré des compétences en matière de RSE pour la frange intermédiaire d'entreprise. On a aussi assisté à une explosion littérale du recrutement dans le monde du conseil en général. Et ça, c'est probablement le marché le plus dynamique aujourd'hui en matière de recrutement sur ces expertises-là, dans tous les secteurs d'activité, mais notamment les généralistes, ceux qui sont capables on va dire de satisfaire la colonne vertébrale qui part de la stratégie, la vision et qui descend justement au reporting et à la définition des indicateurs de performance. À la fois dans les très grosses organisations, le marché des Big Four est extrêmement puissant et a littéralement explosé en matière d'effectifs depuis 4 ans, mais aussi beaucoup de jeunes structures qui grossissent et beaucoup de freelance. Puisque ça fait écho à une deuxième aspiration de ce marché des individus, c'est aussi la quête de sens. Ce qu'on observe, c'est que, en tout cas au sein de nos alumni, et de façon un peu contre-intuitive, c'est pas les jeunes qui se tournent vers ces carrières-là. Souvent, les jeunes ne suivent pas de formation ad hoc, au-delà de celles qu'ils ont pu suivre et qui me paraît assez faible en école, mais apprennent sur le tas encore. Ceux qui suivent nos formations, ce sont plutôt des personnes en milieu de parcours professionnel, qui ont déjà un bagage, une expérience professionnelle très significative et qui souhaitent donner un peu plus de sens à leur investissement, soit dans leur métier d'origine, soit dans d'autres activités. Et donc ce sont ce profil-là de personnes qui aujourd'hui gravitent dans nos formations et se retrouvent sur le marché de l'emploi pour postuler à des postes, être positionnés sur de nouvelles prérogatives au sein même de leur entreprise, voire basculer dans le monde du conseil. Donc c'est clairement ce marché du recrutement et de la réorientation professionnelle qui tire aujourd'hui le monde de la formation en matière de développement durable et qui nous fait grandir. Et si on observe maintenant l'autre marché qui est sur le marché de l'entreprise, donc intra-entreprise, ce qu'on a pu voir depuis 4 ans, c'est que il y a eu clairement des signaux qui ont été envoyés par les entreprises, mais on n'est pas du tout encore arrivé au stade où on fait appel à des demandes de formation. Ce qu'on a vu, et c'était très net, en post-Covid, c'était des demandes de sensibilisation qui ont pris plusieurs formes. Alors la fresque a explosé, vous avez tous forcément dû faire une fresque à un moment donné, probablement. Elle continue de déployer ses ailes, qui est un excellent outil, mais avec des limites dans le monde de l'entreprise. Et puis on a vu aussi beaucoup de solutions de sensibilisation qui ont émergé, alors je ne vais pas citer nos concurrents, mais vous les retrouverez, qui permettent, à travers des modules assez courts, d'expliquer, de faire de la pédagogie assez rapide initiale, de ce qu'on met derrière les termes de changement climatique, de limites planétaires, etc. Donc c'est une étape indispensable, hein, il faut gravir des échelons progressivement. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la demande de formation littérale, c'est-à-dire de validation d'acquisition de compétences, elle est encore très très peu portée par les entreprises, elle commence un peu à émerger. Et le signal faible qui nous arrive, et dont on va reparler probablement dans la prochaine table ronde, c'est le fait qu'il y a une vraie interpellation et une interrogation sur la formation des dirigeants. Et ça, alors il y a très peu de formations en réalité qui existent pour. D'ailleurs, on ne parle pas de formation quand il s'agit de dirigeants. On va plutôt parler de séminaires, de coaching, de ce que vous voulez. Mais c'est malvenu de leur dire qu'on va les former. Mais boutade à part, il y a aujourd'hui peu de solutions qui permettent de faire monter en compétences très vite des dirigeants, sachant qu'ils ont peu de temps sur ces préoccupations-là qui sont très vastes et très complexes. On essaye d'en apporter, on a plusieurs propositions sur le marché, mais c'est rassurant de voir que ça y est, la question se pose enfin. Et on peut espérer que ce soit un prémisse à ce que ça entraîne le reste des besoins de formation d'entreprise. Aujourd'hui, pour conclure peut-être, c'est que les appels d'offres les plus matures qu'on ait pu voir passer émanaient plutôt de très grosses organisations du CAC 40 et de façon assez stéréotypique, mais je pense que c'est un bon schéma, on en parlait avec Franck juste avant, mais organisent leur schéma de formation, leur plan de formation en cercle concentrique. Et on a vu 2-3 entreprises qui avaient cette maturité, c'est tout sur les 40 du CAC 40, alors on ne voit pas tous les passer, mais globalement c'est encore très très peu révélé. Et donc les cercles concentriques, ça part du dernier cercle qui est la strate de sensibilisation qui couvre tous les collaborateurs. Et puis, plus vous rapprochez des cercles, en général, il y a 4-5 cercles concentriques, plus vous restreignez la population et plus vous allez vers de l'expertise métier extrêmement pointue. Donc, à partir du 4e ou 3e cercle, vous rentrez dans des déclinaisons métiers. C'est-à-dire que vous quittez la strate globale de tous les collaborateurs et vous rentrez dans une spécialisation de la formation au sens de grands métiers, la finance, le marketing, etc. Et puis, vous allez passer de « j'apporte la compréhension métier du développement durable »
à je forme des experts dont la priorité va être de réaliser la mise en œuvre opérationnelle du développement durable dans ce métier précisément. Un exemple, c'est devenir en charge du reporting CSRD, c'est un métier. Il y en a bien d'autres. Donc ça, aujourd'hui, c'est un schéma qu'on perçoit comme étant révélateur de ce qu'on va observer à l'avenir, mais on n'y est encore une fois pas du tout, et il y a bien des étapes à satisfaire avant, et je pense à commencer par la formation des dirigeants dont je parlais au début. Et dont on reparlera. Et un mot sur les écoles, Oui. si tu m'autorises. Oui, je t'en prie. Parce qu'on est aussi en relation avec les écoles, on estime qu'on a aussi des choses à apporter au centre de formation universitaire ou les grandes écoles, dans la mesure où, comme Patrick le rappelait, elles ont peu de contenu, peu de savoir-faire disponible en matière de développement durable. Ça a été un peu le désert depuis 4 ans, c'est-à-dire qu'elles ont fait, c'est très, je ne sais pas s'il y a des représentants d'école dans la salle, mais elles ont fait un peu le tour du bocal pendant 4 ans en se disant qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y avait clairement une demande qui était remontée de la part des étudiants, que ce soit des étudiants en formation initiale ou continue. Et là, on commence à avoir des contacts significatifs avec des écoles assez importantes qui comprennent que non seulement il y a une demande, mais il y a un marché. Et c'est ça qui les mobilise malheureusement. Il y a que ça qui les intéresse. Elles comprennent que il y a probablement des besoins à satisfaire de professionnels d'entreprise qui sont désireux de se former, puisque là encore, ce qui tire tout ça, c'est le recrutement aujourd'hui plus que la nécessité pour les entreprises de se transformer. Ouais, tout à fait. Merci Arnaud. Alors je crois que, est-ce que Geneviève nous a rejoint? Donc je me suis reculée le plus possible. Du coup, je suis désolée, je vous tourne le dos. Alors, on va demander peut-être un petit appel technique pour que... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On t'entend au moins. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette table ronde qui ouvre la journée porte ouverte d'Ecolearn et qui est dédiée au sujet des compétences durables à l'épreuve du déploiement. Donc, ça fait bientôt une heure que nous en débattons avec Patrick Dumière, Franck Goupil et Arnaud Herman, que vous connaissez. Je vais me permettre de faire une brève présentation de vous avant de vous passer la parole. Vous êtes aujourd'hui cofondatrice associée de Profil, qui se consacre à la contribution des entreprises au bien commun et qui est une entreprise à mission qui fête ses 10 ans cette année. Vous êtes également fondatrice de Casabi, qui fait du conseil en écologie urbaine et territoriale, co-responsable d'un master spécialisé en écologie industrielle, et vous avez été VP en charge de la sustainability chez Veolia, directrice du développement durable d'Eiffage. Et d'ailleurs, on l'a déjà dit en votre absence tout à l'heure, vous avez fondé Arez en 1997, qui est devenue depuis Vigeo et qui était donc la première agence de notation extra-financière. Toute cette expérience à la fois riche et longue vous permet d'avoir un œil particulièrement affûté sur le sujet du jour, donc qui est un peu comment est-ce que vous voyez évoluer, vous, le besoin de compétences et surtout la prise de conscience du besoin en compétences durables au sein des entreprises? Quel est le rôle que peut jouer le déficit de ces compétences durables dont on vient de faire quand même le constat aujourd'hui dans la lenteur, on peut dire, de la transformation des entreprises aujourd'hui? Quelle est votre vision de tout ça? Et est-ce que vous avez un œil en particulier sur les fonctions financières du fait de certains aspects de votre parcours que je viens de rappeler ici? J'espère que vous m'avez bien entendu. Oui, j'ai bien entendu, merci beaucoup. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, j'ai entendu ce que disait Patrick Dumière, et j'ai capté, et je le reconnais bien là, l'articulation de sa pensée. J'ai envie de dire, enfin, nous y sommes. Mais nous allons arriver sur une asymptote. C'est-à-dire que, par rapport à, vous évoquez la date de 97, qui est effectivement la date où j'ai créé la première agence de notation extra-financière en France, qui était sur un périmètre européen. Je le dis souvent sous forme de boutade. Quand j'ai créé cette agence de notation extra-financière, ça revenait à vendre quelque chose qui n'existait pas, des données, à des personnes qui ne demandaient rien, les investisseurs. Donc c'était assez osé en termes de modèle.
comme dirait l'autre, ils étaient inconscients, c'est pour ça qu'on a à peu près réussi, mais les données n'existaient pas. Donc il faut comprendre que quand on regarde dans le rétroviseur, on a peut-être l'impression que ça avance très lentement, mais ça va très très vite. Ça va très vite par rapport à la notation financière, qui est une vieille dame qui est installée depuis plus de 220 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on a voulu ces données extra-financières? Parce que tout simplement est apparu que ces données extra-financières n'en étaient pas moins économiques, elles étaient très économiques, et qu'on ne pouvait plus prendre des décisions d'investissement en ce début de siècle en passant à côté de sous-jacents qui étaient porteurs de destruction ou de valorisation. Je parle évidemment des sujets de gouvernance, des sujets sociaux et environnementaux. Donc il a fallu collecter, structurer cette collecte de données et lui donner du sens. Et l'aboutissement, là où on en est, notamment avec la CSRD, elle vient d'une demande des marchés. Attention, il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas les entrepreneurs eux-mêmes qui se sont dit qu'il faut qu'on fournisse des données de meilleure qualité pour mieux piloter notre entreprise. En fait, si on veut réellement que ces données extra-financières permettent d'asseoir un nouveau récit de la valeur, il faut absolument des données de meilleure qualité, des données comparables, interopérables. Donc tout ça, ça vient aussi de la directive, de la Non-Financial Directive. Et le marché a besoin de données de meilleure qualité, d'où la CSRD. Et la CSRD, pour moi, est une formidable occasion de réunir des hémisphères qui étaient cloisonnés, c'est-à-dire que faire en sorte que les directeurs, la fonction financière et les fonctions du chiffre en général, puissent rentrer dans cet espace de la création de valeur extra-financière. Alors, c'est pour l'instant au niveau de l'Europe. Vous avez probablement compris qu'il y a encore... il y a d'autres forces du marché beaucoup plus puissantes probablement que toutes les forces européennes qui sont à l'œuvre sur ces sujets, mais qui l'abordent très différemment, voire en défensif. Mais il me semble que le sens de l'histoire est inéluctable. On a besoin, pour créer de la valeur demain, d'intégrer ces données, notamment, je pense à toutes ces données environnementales et climatiques. Où est-ce qu'en sont les entreprises par rapport à ça? Le poste de RSE, de responsable RSE, reporting, moi quand je l'ai pratiqué, même si j'étais extrêmement bien traitée, c'était anecdotique, c'était sympathique, c'était une vision, une fenêtre stratégique intéressante, stimulante, mais déconnectée des fondamentaux du marché. Et finalement, si on m'avait posé, moi, quand j'étais en entreprise, des questions qui me gênaient, et ces questions, je vais vous les livrer, j'aurais été très embarrassée de leur donner une réponse positive. Mais on me posait des questions qui étaient des questions, comme disait Patrick, ticking the box, puisque la RSE a été remâchée, métabolisée, au point de devenir une forme de devoir de compliance déclaratif, sur lequel, peu importe, vous deviez répondre aux questions, puis après c'était digéré dans une grande machine, et personne n'allait vérifier que ce que vous disiez était vrai. D'où la nécessité d'avoir des données auditées. Et bien ces questions qu'on m'aurait posées, au lieu de m'en poser 120 ou 200, on m'aurait posé 4 questions chez FH ou chez Veolia. On m'aurait demandé, est-ce que vous participez aux décisions de croissance externe? J'aurais répondu non. Et c'est important de savoir si on achète une épave, une poubelle sociale, une épave environnementale, une bombe à retardement climatique. C'est-à-dire, est-ce que, idéalement, ça veut dire que si la fonction... Geneviève, je me permets juste de vous interrompre parce qu'on me dit que normalement, vous devriez être en mesure d'activer votre vidéo vous-même, si vous voulez essayer. Voilà, on va essayer. Bon, pardon de vous avoir interrompu. Non, vous étiez à la première des 4 questions. Il me fait le même message, mais si, ça va pouvoir y aller. Voilà. Donc, c'est ces 4 questions, et je vais m'arrêter là parce que je suis déjà trop bavard. La croissance externe. C'est stratégique, la croissance externe. Qu'est-ce qu'on rachète? Est-ce que votre responsable RSE, la personne en charge de la RSE, est-ce qu'elle est capable de dialoguer avec toutes les personnes qui siègent dans un comité de M&A, de fusion et acquisition, et qui a des bons arguments pour défendre ou pas l'acquisition ou la vente d'une BU, etc., d'une business unit? Deuxième question, votre budget de R&D. La R&D, ça c'est l'avenir, c'est demain. Votre budget de R&D, jusqu'à quel point il devient entre guillemets vert ou social, en fonction justement des enjeux qui sont embarqués dans votre modèle économique et dans votre secteur d'activité. C'est donner des vrais chiffres sur qu'est-ce que vous êtes en train de préparer et avec qui. Troisième question,
est-ce que vos managers sont intéressés par la performance durable, au-delà de chiffres d'atteinte d'un bilan carbone, etc., au-delà de tout élément, je dirais juste déclaratif, c'est-à-dire qu'il a fait faire un bilan carbone. C'est très bien de faire un bilan carbone, mais est-ce que derrière, qu'est-ce qu'on en fait de ce bilan carbone? Donc, est-ce qu'il y a dans les déterminants de l'intéressement des dirigeants des éléments extra-financiers tangibles et pilotés et qui descendent en cascade dans l'intégralité de la chaîne de valeur? Et puis le quatrième, c'est la gouvernance. C'est est-ce qu'il y a des administrateurs qui se penchent régulièrement sur ces sujets et qui mettent pression le conseil d'administration, mais pression sur les organes exécutifs pour délivrer une performance durable. Et est-ce que, incidemment, ces sujets-là remontent en Assemblée générale des actionnaires, qui est quand même l'organe souverain? Ces 4 questions-là m'auraient été posées à la place des 150. J'aurais été incapable de répondre positivement, et ça permettait, c'est un peu les 4 coins du mouchoir, si je peux me livrer à cette métaphore, ça permettait quand même de voir quelle était la capacité ou l'intéressement ou l'appropriation. Voilà. Est-ce qu'on est en capacité de produire cette performance? Est-ce qu'il y a un intéressement au sens financier des managers? Et est-ce que c'est approprié par les troupes sur toute l'intégralité de la chaîne de valeur? Eh bien, ces questions, je pense qu'on est encore devant nous. Et parce que les compétences pour ces 4 éléments, je ne suis pas certaine que le marché est en train de produire des éléments permettant de répondre avec acuité à ces nouvelles dimensions. Ça va vite, mais on a un train de retard et il y a vraiment un plafond de verre. Et moi, je le vois, ce plafond de verre, notamment au niveau des directeurs généraux, qui sont simplement perdus parce qu'ils sont dans des injonctions complètement paradoxales. Ils sont toujours intéressés avec des bonnes vieilles méthodes d'intéressement, de croissance sur chiffre d'affaires, qu'ils soient toxiques d'ailleurs, toxiques au sens où on sait qu'on crée une croissance qui n'est pas sur des besoins réels et qui n'est pas sur des services essentiels, avec une incapacité d'engager un dialogue avec les instances de gouvernance. Et au niveau de la finance, et je terminerai par là, il y a même un retour en arrière, c'est-à-dire que les combats d'arrière-garde sont toujours les plus violents, voire les plus pervers. Mais ce que l'on voit maintenant, c'est que les promoteurs de la finance durable sont traduits en justice par les fonds bruns, enfin en tous les cas, on voit que les émetteurs de bruns, notamment les États pétroliers ou les grands fonds pétroliers, aux États-Unis, traduisent en justice. Oui, aux États-Unis, qui auraient la possibilité de donner un petit peu plus, de mettre un peu plus de verre, vraiment. Quand on est en gestion passive comme BlackRock, ça ne va pas très loin, hein, le petit verre qu'on met en plus. Donc c'est même un acharnement sur cette finance durable parce qu'on sait qu'elle va devenir dominante et que pour l'instant, on a encore envie de faire durer la rente. Donc c'est un mélange, c'est une époque assez fascinante. C'est un mélange, pour moi c'est un peu la Renaissance. Et si je termine sur une métaphore, il y a l'ancien monde et le nouveau monde, ça c'est connu. Et au fond, je dirais que les professions du chiffre sont à la veille d'une renaissance extraordinaire, puisque les professions du chiffre et les professions financières, ce sont les nouveaux encyclopédistes. Il va falloir que les professionnels du chiffre, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion, soient capables de bâtir de nouvelles architectures et puis capables de challenger des informations et de les comprendre. C'est-à-dire, si vous ne savez pas lire un bilan carbone, une trajectoire carbone, si vous ne savez pas apprécier un plan de transformation à l'aune de la biodiversité ou des éléments d'attractivité sociaux, de capital humain, vous allez passer à côté de ce qui est l'intérêt fondamental de la création de valeur demain. Donc, du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Voilà. Et la finance, qui est le nerf de la guerre, est à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Très étonnant. Les deux en même temps. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'acquisition de compétences, la formation a un rôle essentiel à jouer, notamment dans les professions du chiffre que vous venez d'évoquer? C'est majeur. Dans les professions du chiffre, d'ailleurs, vous voyez apparaître des signaux. C'est très intéressant le titre des personnes dans les entreprises. À la fin du siècle dernier, poste directeur, directrice développement durable, RSE, ça n'existait pas. Mais il y avait avant, dans les années 80-90, avec l'ouverture au marché des investisseurs institutionnels qui ont investi massivement les entreprises, notamment européennes, il y a eu la fonction de
souvenez-vous, de ce qu'on appelle le Chief Financial Officer, et c'était aussi le Chief Investment Officer. C'était la personne qui dialoguait avec les actionnaires, notamment les actionnaires institutionnels. Donc l'entreprise a une plasticité extrêmement forte, c'est qu'elle s'est toujours adaptée à la demande du marché. Maintenant, le marché va demander, avec la CSRD notamment, mais de demander d'appréhender la création de valeur dans une dimension qui soit un triptyque extra-financier, ESG. Donc il va y avoir maintenant des postes alors il y a des Chief Mission Officers, maintenant on va arriver les chiefs, on va dire en français, ce sera mieux, multicapitaux, l'évaluation multicapitaux, c'est-à-dire le directeur financier, la directrice financière, plutôt en mode multicapitaux. Donc il y a des acronymes nouveaux qui sont en train d'apparaître. Maintenant, ces acronymes nouveaux qui apparaissent, comment ces personnes se sont formées? Mais je peux vous dire que les formations sont extrêmement pauvres. Elles sont extrêmement pauvres, elles sont inexistantes, elles sont à bâtir, parce qu'il y a un temps de latence extrêmement long. Les formations vont vers ce qu'il y a de plus rentable, sur ce qui fait du chiffre. C'est comme ça, on le sait. Donc, il faut former des bataillons. Et les bataillons dont on a besoin avec l'accélération, des directeurs, des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers, des investisseurs qui soient capables de parler ce langage, cette nouvelle grammaire extra-financière. Pour l'instant, il y a très peu de formations qui permettent cette mise à niveau. Mais c'est cette mise à niveau au sens où c'est pas qu'il y a un niveau, il faut l'atteindre et puis c'est bon, et on a tous les acquis et on a toutes les compétences. Ça se transforme en permanence. Donc on est plutôt rentré dans des formations continues et permanentes. Et donc les sources d'inspiration, elles sont multiples. Vous pouvez vous former tout en lisant, lisez des livres assez extraordinaires et je ne sais pas, lisez des essais, lisez des romans, y compris de science-fiction. Lisez par exemple Le Ministère du Futur de Stanley Robinson, et il vous dit tout sur ce que pourrait être, vous savez, une monnaie, ils appellent ça le carbon coin, c'est-à-dire une blockchain carbone, etc. C'est très inspirant, c'est des choses qui commencent déjà à être faites dans certaines entreprises. Donc en ce moment, les sources d'inspiration, elles sont extrêmement variées. Vous pouvez être dans les podcasts, les livres, les essais, etc. Mais les formations académiques, parce qu'elles doivent délivrer, et on les comprend, elles sont des contraintes pour la validation des diplômes, sont beaucoup plus en retard. Et puis c'est aussi parce que qui délivre la formation? Qui délivre la formation? C'est-à-dire ceux qui délivrent la formation ont été eux-mêmes formés dans des schémas qui sont des schémas qui sont qui sont toujours valides sur les fondamentaux, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui sont, à mon avis, à revoir sur à quoi ça va servir. Un contrôleur de gestion, on en aura toujours besoin, mais maintenant les systèmes d'information de l'entreprise sont beaucoup plus complexes. Et dans cette approche, le management lui-même doit absolument revoir ses fondamentaux. Donc beaucoup de retard et un problème de légitimité, un problème de compétence aussi de qui forme ceux qui vont être formés, et puis un sujet de vitesse, ça va très vite, et le marché qui envoie des signaux contradictoires. Mais merci beaucoup. Voilà. Donc là, concernant la formation des dirigeants, c'est justement le sujet d'une prochaine table ronde. Je crois que vous vouliez ajouter un mot sur la formation des administrateurs. En lien avec ce que vient de dire Geneviève et ce qu'évoque Arnaud sur les dirigeants, je voudrais quand même préciser que le plafond de verre de la compétence, il est là. Il est là. C'est-à-dire que les conseils d'administration, pour faire simple, des boîtes cotées comme des non cotées TI, n'a pas encore atteint aujourd'hui un niveau d'engagement, faut le dire en ces termes, mais du coup, faute d'engagement, d'appropriation du sujet. Il ne le voit pas, il est encore dans la doxa libérale fondamentale de servir l'actionnariat et il y ajoute contraint et forcé l'application des règles et des normes qu'on lui demande en termes de durabilité, d'où le fait que la RSE c'était avant et que maintenant c'est la régulation publique qui a pris la main. Et donc les gens l'appliquent à peu près, mais ils ne sont pas
ils ne sont pas engagés dans le changement de modèle. C'est leur droit. Je rappelle, encore une fois, je reviens au texte fondamental qui drive aujourd'hui notre système, alors en France, mais qui reflète aussi ce qui se passe de manière occidentale. Et on pourra revenir sur la remarque que Geneviève abordait tout à l'heure sur le fait que tout ça est limité quand même à l'Europe et le sera de plus en plus dans les années qui viennent. Il y a un basculement géopolitique qui s'est fait. Les autres, les États-Unis, pas plus que les autres pays occidentaux et encore moins les émergents, ne veulent aller vers le modèle durable. Ils ne veulent pas. On n'y est pas. Donc, on va nous travailler ce modèle, mais les dirigeants aujourd'hui n'ont pas sauté le pas. Alors, ils s'intéressent à la régulation, évidemment. Ils s'intéressent à la décarbonation, ce qui est devenu un marché rentable. Et ça, c'est le grand basculement aussi qui s'est passé. Hein. C'est qu'investir aujourd'hui dans la décarbonation, c'est une activité éminemment rentable à terme. Mais le changement de modèle n'est pas leur affaire. Le changement de modèle n'est pas, à quelques exceptions près, de quelques dirigeants éclairés qui ont choisi d'être entreprise à mission ou d'avoir quelque chose. Et pourquoi ? Parce que fondamentalement, la société aussi n'a pas basculé. Donc l'enjeu de compétence, il n'est pas dissociable de l'ambiance générale, des choix qui sont faits, etc. Tout ça se joue sur un couple qui est le couple rendement-utilité dans l'objectif de l'entreprise. Et aujourd'hui, le couple rendement reprend énormément de force, vous l'évoquiez Franck, ça fait partie du basculement géopolitique en cours. Donc l'IFA, Organisation représentative des administrateurs, a publié des documents, nous en avions fait des recommandations il y a quelques années. Là, elle a ressorti des recommandations, mais elles sont procédurales. Elle dit oui, il faut suivre, il faut s'y intéresser, il faut mettre à jour, etc. On est dans la procédure, on n'est pas sur le fond du sujet qui est le point de départ de la compétence, c'est qu'est-ce que ces enjeux ont pour effet sur mon entreprise et sur la société, matérialité. Et donc ça, c'est vraiment un problème que l'on a. Moi, je ne sais pas le résoudre. Il est d'ordre politique, ce sujet. Il n'empêche que la communauté économique n'a pas fait le choix aujourd'hui d'aller vers la durabilité, mais elle a fait le choix d'avoir des variantes dans le système managérial en place, variantes décarbonation, variantes respect des droits humains, on va le voir avec la CS3D, mais sur un certain nombre d'éléments, mais pas en termes de changement de modèle dans le couple rendement-utilité. Et vous avez vu comment le patron de la Société Générale s'est fait vraiment balayer par les marchés lors de sa présentation de sa dernière stratégie, parce qu'il avait annoncé un taux de rendement plus faible pour investir notamment sur le climat, ce qui de la part de la Générale était un effort substantiel intéressant. Donc on a ce défi-là qui est au-dessus, qui est notre plafond de verre, et pour autant, je dirais, les professionnels font un effort important. Et je pense que ça va durer. Ce qui pousse à la compétence des entreprises, ce sont les professionnels aujourd'hui qui sont comme vous, qui travaillent, qui approfondissent, qui participent. Ce sont les quelques coalitions d'acteurs. Donc la compétence, elle monte de l'intérieur de l'entreprise incontestablement. Elle n'est pas aidée par une compétence du milieu administrateur aujourd'hui qui tarde à vouloir se saisir d'un certain d'enjeux et de les traiter en termes, encore une fois, de couple rentabilité-utilité. Mais on peut estimer que de l'extérieur, la société va continuer de pousser, même si on sait que le texte gouvernance durable du Parlement européen a été repoussé largement, et voilà. Et donc, ça sera un des défis pour l'Europe d'organiser sa compétitivité autour de ça. Et la décision, Franck l'a rappelé tout à l'heure, fondamentale, c'est l'extraterritorialité, c'est-à-dire de dire les entreprises étrangères en Europe devront l'appliquer. Ça c'est vraiment la partie la plus intéressante du texte, je trouve, aussi. Et ça veut dire que quand même, on va avoir un milieu économique qui va devoir monter très fortement en compétences, même s'il fait des choix d'application qui sont très variables ici et là. Je vous interromps parce qu'il nous reste 5 minutes pour d'éventuelles questions. Est-ce que, je vais peut-être regagner mon fauteuil, est-ce que dans la salle déjà, certains d'entre vous auraient des questions à poser ? Oui.
Monsieur, je crois que vous allez avoir un micro. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Yves Cavarec, ancien étudiant chez Ecolearn. Question liée à la CSRD. Est-ce que vous voyez la direction financière prendre le lead sur les questions RSE dans les entreprises de manière générale? À qui adressez-vous votre question particulière? Qui veut répondre? À l'Assemblée. Peut-être, je vois Geneviève sourire, peut-être. Moi, je veux bien essayer de répondre à ça. En fait, je pense que la messe n'est pas dite sur le sujet et que tous les schémas sont ouverts. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, je le disais un peu rapidement, mais les données qui étaient produites par la direction financière sont totalement modifiées par la CSRD et dans une proportion qui est de plus de 50%. Donc à partir de là, est-ce qu'elle s'empare de ces données-là et de ce pilotage-là, et en se positionnant finalement en chapeau de tout ce qui est développement durable ou pas? Il peut y avoir de la concurrence dans la gouvernance, d'autres fonctions peuvent aussi chercher à le faire. En tout cas, j'imagine qu'un directeur financier va chercher à le faire, en tous les cas, lui, de son côté. Puisque, ça a été dit par d'autres ailleurs, l'écosystème existe encore fortement et l'écosystème reste à se développer ou à se construire. Voilà. Geneviève, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que si la CSRD n'est pas l'occasion pour la direction financière de s'emparer du sujet, peut-être pas s'en emparer, mais de le co-construire avec les fonctions en charge de la performance durable, la durabilité ou de la mission, je pense que ce sera une opportunité manquée. Et la question est, est-ce qu'ils vont se sentir autorisés à le faire? Et mon expérience en activité de conseil en stratégie, c'est de voir que chaque fois que la DAF s'occupe de la CSRD en binôme avec la RSE, c'est parce que, comme disait Patrick, au niveau de la gouvernance de l'entreprise, il y a une autorisation, un intérêt à le faire. C'est-à-dire, en gros, là qui vont l'aborder sur le plan déclaratif, ça va être long, pénible, roboratif, ça va servir à rien, ça va être une inflation de données dont on n'arriverait même pas à tirer la soupe scientifique moelle. Et puis il y en a qui arriveront dans ces données et avec ces nouveaux outils de pilotage à tirer leur épingle du jeu. Donc c'est vraiment, CSRD, c'est vraiment un choix, si vous l'abordez sous l'angle de la strate, ça peut être extrêmement puissant et c'est le moment ou jamais de faire travailler ensemble les fonctions durabilité, les fonctions financières qui, c'est vrai, jusqu'à présent sont extrêmement cloisonnées. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'on a le temps d'une question? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce qu'on a le temps d'une question rapide? Oui. Je vous laisse la choisir, du coup. Merci. Du coup, justement sur la CSRD, Nathalie Launay posait la question du dialogue entre la finance et les métiers, réciproquement en fait. Comment est-ce que la finance communique avec les métiers et à l'inverse, les métiers avec la finance? Alors, je vais répondre, mais pas forcément à la question, mais ça y renvoie. Non, parce qu'il y a une remarque qui me paraissait importante, et pour rebondir sur ce que disait Geneviève et l'analyse de l'importance des métiers du chiffre et des professionnels de la finance que tu as développé et auquel je souscris complètement, mais me semble-t-il, il y a une profession et des expertises qui ont été négligées dans cette appréhension du développement durable, dont j'ai un représentant à ma droite, et qui sont cruciaux pour la démarche qui s'ouvre, c'est les professionnels de l'humain. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que on est au devant d'une transformation massive des comportements, dans une conduite du changement, dont on sait très bien que le critère le plus déterminant, c'est la capacité à l'humain d'accepter et de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. Et s'il y a bien une fonction d'entreprise dont c'est le métier, ou ça devrait être le métier, c'est bien les DRH et les métiers de l'humain. Or, l'observation qu'on peut en faire, c'est que historiquement, la fonction RH s'est très peu saisie des problématiques de développement durable au sens large du terme, en dehors des thématiques sociales historiques traditionnelles, la sécurité au travail, la diversité, etc., sous un prisme en plus de regard qui était très particulier, qui était dans une approche très compliance par rapport aux obligations sociales réglementaires. Et on n'est pas encore sorti de ce partage des rôles entre la RSE qui couvre tout le reste et les RH, les aspects sociaux purs. Et on perçoit bien une incompréhension forte de la part des fonctions RH sur ces questions-là. J'en tiens pour preuve les fiches de poste qui sont produites pour recruter les futurs responsables RSE dans les entreprises.
on voit bien qu'elles sont faites par des gens qui n'ont pas compris la portée de ce poste. Et la plupart du temps par les gens qui sont dans les fonctions RH. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Mais je pense qu'il est crucial que la fonction RH se préoccupe de ces sujets-là, se forme sur la compréhension de ces enjeux-là, de manière à ce qu'elle puisse intégrer le rôle qu'elle doit jouer dans cette transformation, qui n'est pas un rôle d'animation thématique des sujets qui l'occupent aujourd'hui, encore une fois, diversité, qualité de vie au travail, etc., mais qui est un rôle de planification d'une transformation des compétences et de cohésion du corps social dans l'entreprise, qui est fondamental. Et pour moi, il y a un deuxième acteur dans cette animation humaine qui est déterminant, ce sont les représentants du personnel. Qui a totalement fait le saut d'obstacle de la perche qui avait été tendue à travers la loi climat et résilience, qui leur confère cette mission d'interpeller les dirigeants sur la trajectoire de durabilité. Alors pour des raisons profondes, historiques, etc., la perche reste tendue et je pense que les représentants du personnel et les syndicats en particulier ont une opportunité massive, syndicats actuels ou futurs, parce qu'on voit aussi des mouvements nouveaux émerger au sein de l'animation des collaborateurs de l'entreprise. Et je pense que c'est une opportunité unique de se saisir de cette possibilité de prendre les rênes de la transformation depuis le corps social de l'entreprise et non pas simplement attendre la mobilisation des dirigeants. Donc j'aurais tendance à dire que ces deux entités-là, les fonctions RH et les représentants du personnel, ont un enjeu de formation qui est critique, mais de manière à prendre les rênes de cette transformation humaine qui est déterminante dans ce qui nous occupe. Merci Arnaud, c'était pas vraiment une réponse à la question, mais on n'a plus le temps, je crois. C'est quand même un sujet qui avait déjà été évoqué au cours de la table ronde. Arnaud, de toute façon, je crois que je te laisse la parole. J'annonce que la prochaine table ronde, donc à 11h15, s'intitule Profit contre utilité, les dilemmes de transformation durable. Donc là, on va parler des dirigeants, des dilemmes auxquels ils sont confrontés. Toi, tu voulais dire quelques mots? Oui, merci. On avait prévu de vous raconter quelques mots sur les activités Técolor, mais étant donné qu'on est déjà un petit peu en retard, je le réserverai sur le créneau d'après. Donc il me reste juste à remercier tous les intervenants, et en particulier Dominique, Patrick, Franck et Geneviève, pour les propos tenus et la participation à cette table ronde. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci Geneviève. Merci à vous.